Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, les réactions des élus d'Indre-et-Loire se succèdent après l'annonce par François Fillon de sa prochaine mise en examen. Le candidat Les Républicains veut continuer à faire campagne, mais le peut-il encore vraiment? Vous entendrez leur point de vue. Le projet de regroupement immobilier de l'hôpital de Tours cachait-il également un plan social? C'est en tout cas l'avis des syndicats. Selon un document confidentiel révélé aujourd'hui, 400 postes pourraient être supprimés d'ici 10 ans. Et puis on s'intéressera à cette initiative de 4 producteurs de Beaulieu-les-Loches. Leur distributeur automatique de fruits et légumes en libre service fait un carton. La clientèle qui avait déserté les marchés revient. L'annonce a fait l'effet d'un coup de tonnerre ce midi dans une campagne présidentielle déjà chaotique. François Fillon devrait donc être mis en examen à l'issue de sa convocation devant les juges le 15 mars. Il s'agit, comme vous le savez, des suites de l'enquête sur les emplois présumés fictifs de son épouse. En Indre-et-Loire, les réactions d'élus de tous bords se succèdent après ce nouveau rebondissement judiciaire, tandis que l'UDI a annoncé qu'elle suspendait son soutien au candidat Les Républicains. Amanda Brevera. Par ce déchaînement disproportionné, sans précédent connu, par le choix de ce calendrier, ça n'est pas moi seulement qu'on assassine, c'est l'élection présidentielle. Hervé Novelli, membre de son entourage, soutient jusqu'au bout François Fillon. Il minimise les soupçons de la justice, attaque le quinquennat de François Hollande et surtout assume ce changement de position. Il n'a pas promis, il a simplement indiqué qu'il renoncerait s'il était mis en examen, mais je pense qu'il avait en tête une justice impartiale qui exerce son droit à charge et à décharge, ce qui n'a absolument pas été le cas dans cette procédure. Cette décision surprise du candidat Fillon a fait naître un certain malaise au sein de l'UDI. Son allié a aujourd'hui annoncé suspendre son soutien au candidat. Au niveau local, la présidente de l'UDI 37, Sophie Oconi, refuse de s'exprimer sur ce sujet. Côté FN, la secrétaire générale du département souligne un discrédit du candidat de droite, même si son propre parti a aussi des démêlés avec la justice. Il crie à l'assassin, mais il se rend à la convocation des supposés assassins. Non, franchement, on n'y comprend plus rien. Et les électeurs de droite et du centre n'y comprennent plus rien non plus. Pour Françoise Amiot, ancien soutien de François Fillon, aujourd'hui rallié à Emmanuel Macron, ce rebondissement théâtralisé est une nouvelle contradiction avec les valeurs portées par le candidat sorti des primaires et ses actes. Ça n'allait pas assez vite. Aujourd'hui, ça va trop vite. Il participe éventuellement à la demande d'une trêve judiciaire. Enfin, tout ça, pour moi, n'a pas de sens. Et surtout, au-delà des contradictions personnelles de François Fillon, en contradiction totale avec la charge suprême qu'il entend incarner de garant des institutions. Du côté du Parti socialiste, ce nouvel épisode ternit un peu plus la campagne présidentielle. Je considère pour la qualité du débat démocratique que la droite a le droit d'être représentée dans l'élection présidentielle par un candidat en situation de pouvoir parler de son projet sans être empêtré dans les affaires. Or, il préfère actionner la vieille histoire du complot judiciaire. François Fillon semble aujourd'hui jouer la carte du quitte ou double de cette façon et se rend incontournable au sein de son parti en opposant légitimité de la primaire et processus judiciaire. Aux nombreuses rumeurs de plan B qui circulaient au sein de son parti, il les met devant un choix cornélien, lui ou le chaos. Et pour refermer cette page politique, un mot sur le PS en Loir-et-Cher avec ce camouflet pour le maire de Blois, Marc Gricourt. Ce soutien de la première heure de Benoît Hamon voit son adjoint au commerce rejoindre Emmanuel Macron. Selon Louis Buteau, le candidat d'En Marche est le seul en capacité de rassembler progressistes et modérés. Est-ce un plan social de grande ampleur qui se prépare au CHRU de Tours? Selon un document interne consulté par nos confrères de l'ANR, 400 postes pourraient être supprimés d'ici 10 ans. Des suppressions qui coïncident avec le projet de regroupement des sites hospitaliers. Les syndicats accusent la direction d'avoir dissimulé ses intentions. Les explications d'Audrey Champigny. Il a été annoncé en 2016 par la direction comme le dossier phare de ces 10 prochaines années. Le plan CHU 2026, vaste projet de restructuration immobilière, envisage de moderniser l'hôpital et de fusionner 5 sites en 2. Pour les syndicats, il ne s'agirait en réalité que de la partie émergée de l'iceberg. Après avoir creusé un peu plus loin et s'être procuré des documents internes, ils ont découvert qu'un plan social serait envisagé. Dans ce que nous a présenté la DG, il y a une ligne qui nous a interpellés, c'était finalisation du dossier et plan performance. Et on s'est aperçu qu'effectivement, c'était la ligne qu'allait suivre l'hôpital sur des restructurations, des suppressions de lits,
des suppressions de postes. Plus de 300 lits seraient supprimés, plus de 400 emplois menacés. Ces chiffres, ni la direction ni l'agence régionale de santé ne les confirment. Même si, selon elle, la restructuration nécessitera des aménagements. Je ne sais pas quel document est issu les chiffres dont qu'ont relayé les médias et donc je ne peux pas les confirmer. Je crois qu'il ne faut pas créer d'inquiétude inutile. Il y aura effectivement moins de postes. Il n'y aura pas forcément moins d'activités, mais des manières différentes de faire l'activité. Il y aura, selon les secteurs, selon les métiers, et je le redis, pas uniquement ou pas forcément en lien avec le projet immobilier, des évolutions dans les organisations et dans les effectifs, mais de manière, graduée et discutée au sein du CHU. En pleine période électorale, les syndicats espèrent sensibiliser les élus et plus particulièrement Marisol Touraine, la ministre de la Santé, à qui ils demandent de ne pas signer ce projet, un projet qui devrait coûter 650 millions d'euros. L'économie en bref, 3 mois après sa liquidation judiciaire, Outiror, basée à Saint-Cyr-sur-Loire, ou plutôt la marque Outiror vient d'être rachetée. Une agence de marketing s'est portée acquéreur du fichier client fort de 7 millions de noms. Stardata a également racheté le site internet d'Outiror. Objectif, fournir les mêmes services que l'ancienne entreprise d'outillage itinérant, mais en employant ses propres fournisseurs. La nouvelle ligne LGV Tours-Bordeaux, d'où nous vous relations l'inauguration hier, ne va pas faire que des heureux. Sa mise en service cet été aura des répercussions sur les horaires des TER. Concernées par ces changements, les petites communes situées le long du tracé. Les maires et les élus se mobilisent. Exemple à Villeperdue hier soir, où une réunion publique avait lieu. Sephora Namani. Aujourd'hui, c'est 7h32. Si on n'y fait rien, 7h42, et ce qui nous est proposé, c'est 7h22. Avancer le premier train de 10 minutes, c'est la bonne nouvelle de SNCF Réseau portée hier soir par Philippe Fournier, vice-président de la région en charge des transports, lors de la réunion publique de Villeperdue. Les 350 usagers de la ligne TER Tours-Port de Pile rencontrent déjà de nombreuses difficultés pour arriver à l'heure le matin au travail ou à l'école. Beaucoup de lycées refusent ou de collège, que les élèves rentrent en cours quand ils sont en retard. Sur l'année, ça fait des heures et des heures d'absence. Qui ne sont pas encore diplômés et qui cherchent un apprentissage, par exemple, on leur demande leur bulletin. Et sur le bulletin, il y a les absences non justifiées. Et je peux vous dire que c'est des fois beaucoup plus incisif. Et puis il ne faut pas oublier que c'est les futurs, ce sont les habitants de nos villages. Donc s'ils ne peuvent pas aller en cours, eh bien les habitants vont aller habiter ailleurs. C'est vraiment un vrai sujet d'économie locale. Les habitants du secteur de Villeperdue espéraient beaucoup de la mise en service de la LGV Tours-Bordeaux l'été prochain. La SNCF avait promis de dévier une grande partie de ces TGV sur la ligne à grande vitesse permettant une meilleure desserte des TER. Seulement les péages sur la LGV sont trop chers pour la SNCF et les TGV seront finalement maintenus sur la ligne classique. Face à cette pénalisation du monde rural, les habitants entendent bien poursuivre leur mobilisation. On va rester effectivement mobilisés. Et comme je disais tout à l'heure, qu'on va se donner 15 jours, le temps pour nous, effectivement, avec un petit groupe, de préparer donc des actions concrètes et notamment, s'il y a une pétition à écrire et pour quel destinataire. Donc voilà les premières actions. On est aujourd'hui dans la négociation, dans la discussion. J'espère que ce sera suffisant. De son côté, Laurent Baumel, député de la circonscription, sollicitera l'appui de Marisol Touraine au gouvernement et de son collègue, le ministre du Transport. Et puis voilà qui ne va pas manquer de relancer le débat sur la récente suppression de guichets SNCF en gare de Saint-Pierre-des-Corps. Une violente agression verbale a eu lieu hier après-midi sur un agent qui tenait l'unique guichet laissé ouvert. Conséquence dramatique selon les syndicats de l'exaspération des clients au fil d'attente. Suite à cet incident, l'espace de vente a été immédiatement fermé par la police ferroviaire. Direction Beaulieu-les-Loches à présent, à la découverte de la cabane des 4 saisons. Fondée par des producteurs du Lochois, on y trouve fromage, œufs, pains et légumes. Jusqu'ici, rien de très original, sauf que tous ces produits locaux sont accessibles en libre service grâce à des distributeurs automatiques. Les clients qui avaient déserté les marchés reviennent. Le reportage de William Redonnet. Des radis, des choux bien verts, mais aussi des fromages de chèvre et des œufs. À Beaulieu-les-Loches, la cabane ressemble à une coopérative de producteurs, comme il en existe des centaines en France. À la différence qu'ici, le client se retrouve livré à lui-même. Aucun vendeur n'est présent,
Tous les produits sont en libre service. Ouvert de 6h du matin à 23h, la cabane séduit de plus en plus de monde avec ses horaires flexibles. Il y a tout pour réaliser un repas à la dernière minute finalement. C'est pour ça aussi que le concept marche très bien les fins de semaine, samedi, dimanche. Depuis son ouverture en mai par un couple de producteurs, la cabane a étoffé son offre. Un boulanger, une fromagère et une productrice de fruits ont rejoint le projet. Chaque jour, plus de 180 casiers sont réapprovisionnés de produits frais. Les clients ont le choix, comme sur un marché. Je ne fais pas de marché parce que je n'ai pas la possibilité d'aller au marché, donc j'aime bien ce côté pratique d'éviter le marché. C'est ici, à quelques mètres à peine de la cabane, que les producteurs cultivent leurs fruits et légumes. Cette proximité entre le cerf et le point de vente permet de proposer des produits frais toute l'année et au même prix que sur les marchés. Comptez 1,50 € pour une boîte de radis et 3 € pour quelques pommes de terre. Tous les légumes qui arrivent du champ sont préparés sous ce grand bâtiment. Ils sont lavés, nettoyés et après ils sont mis en caisse et après on les met dans les casiers. La cabane doit encore se développer. Dès le mois de mars, elle proposera de la charcuterie en libre service. Le cinéma italien à l'honneur toute cette semaine avec le début aujourd'hui à Tours de la 4e édition du festival Viva il Cinema. Au programme, des rencontres et des projections plus nombreuses que les années précédentes, mais également, et c'est une nouveauté cette année, 2 prix décernés par des lycéens à de jeunes auteurs de fiction. Clémence Drouet. Dernier préparatif près de la faculté des tanneurs. C'est la 4e année que le festival Tourangeau met à l'honneur le cinéma italien contemporain. 5000 personnes se sont pressées dans les cinémas de la ville l'an passé. Une programmation qui s'adresse à tous, y compris au jeune public. Il y a pas mal de classes qui viennent aussi voir des films et il y a des professeurs qui viennent avec leurs élèves de Blois, de Chinon, d'Amboise. C'est vraiment pour tout le monde. C'est pas, je veux dire, même si on n'est pas très cinéphile entre guillemets, on peut venir au contraire et apprécier les films. C'est du tout public. De nouveautés dans cette édition, le prix de la ville de Tours, mais aussi le prix des lycéens. Un prix qui récompense l'œuvre d'un jeune réalisateur de fiction. Il sera remis lors de la soirée de clôture par un jury composé de lycéens tourangeaux. C'est une expérience à vivre, je pense, avec moi qui veux faire du cinéma plus tard, et aussi pour mes camarades, donc on est 7 en tout, et tous passionnés de cinéma, très motivés, donc sur participer à un festival et remettre un prix, c'est une expérience très intéressante pour tous. Au programme fiction, documentaire, drame et comédie, tous proposent une réflexion autour de la famille, le thème de cette année. Désormais une seule ambition pour le festival, devenir la référence cinématographique italienne sur l'ouest de la France. C'est un rendez-vous désormais bien installé, Mars Bleu, dont l'objectif est de sensibiliser au cancer colorectal, débute mardi prochain en Indre-et-Loire. Chaque année en France, 18 000 personnes meurent de ce cancer. Comment prévenir, dépister ou guérir? On en parle dans quelques instants avec mon invité Ken Hagenauer. Il est médecin au centre de coordination des dépistages des cancers à Tours. A tout de suite.